Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas historienne de l'art, alors je ne vous ferai pas vraiment un cours sur Darwin et mon titre, l'observation scientifique des bébés, mais j'étais quand même très intéressée de voir qu'en fait, en 1877, Darwin avait publié un article sur le développement de son fils pendant sa première année de vie, où il décrit de façon très subtile et très précise son développement sensoriel, auditif, visuel, son développement moteur, mais aussi des fonctions de plus haut niveau, comme ses premiers mots. Et il a des intuitions assez fortes, en fait, qu'on va peut-être ignorer pendant une certaine période et qu'on redécouvre actuellement, sur le fait que les jeunes bébés, il signale par exemple dès 4 mois, son fils est capable de relier des sons à une signification, donc en fait que ces jeunes bébés peuvent avoir déjà des représentations extrêmement abstraites à partir du stimulus de la parole. Et puis dans une deuxième lettre à Madame Talbot en 1881, donc quelques années plus tard, il dit qu'effectivement l'observation d'un seul enfant n'est peut-être pas suffisante et qu'il faudrait qu'on ait des grandes bases de données de bébés pour arriver à comprendre la séquence des étapes de développement et comment les êtres humains, notamment pour le langage, comment les bébés pourraient nous expliquer l'origine du langage. Alors pendant très longtemps, on n'a pas pu faire beaucoup mieux que ce qu'a fait Darwin avec son fils, c'est-à-dire on a fait des observations, on a rapporté des corpus, et on a mis les bébés dans les années 70-80 dans les laboratoires, et avec des dispositifs assez ingénieux, on a essayé de comprendre s'ils pouvaient reconnaître le visage de leur maman, s'ils pouvaient reconnaître leur langue maternelle, avec des méthodes qui étaient évidemment très limitées par les capacités comportementales disponibles des jeunes enfants. Donc par exemple, chez le nouveau-né, à part la succion, on n'a pas grand-chose à utiliser pour essayer de comprendre ce que peut faire un bébé. Après, on peut évidemment utiliser le regard. Est-ce qu'un bébé qu'on habitue à ba, 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 tout d'un coup il entend da, est-ce qu'il va se tourner vers le haut-parleur, signalant ainsi qu'il a perçu qu'il y avait un changement dans son environnement. On peut utiliser déjà chez un bébé un peu plus vieux le reaching en anglais, le choix manuel, mais vous voyez bien que nos moyens d'investiguer le bébé sont extrêmement limités. Alors c'est pour ça que ça a été une grande révolution que de voir l'apparition de toutes ces techniques d'imagerie cérébrale non invasives, c'est-à-dire qui ne provoquent pas de désagrément pour le bébé qui s'y prête, et qui nous permettent maintenant d'obtenir des réponses directes de ce bébé. Donc on a des méthodes très vieilles ici, l'électroencéphalographie, où on enregistre l'activité électrique du cerveau. On peut faire un peu plus subtil en enregistrant le champ magnétique perpendiculaire au champ électrique, donc avec la magnétoencéphalographie, mais ici on mesure la même chose, c'est-à-dire l'activité neurale. Donc on est très précis sur le traitement temporel des stimuli, mais très mauvais sur le plan spatial. C'est pour ça qu'on a sauté de joie quand on a pu enfin mettre les bébés dans l'IRM pour avoir enfin une résolution spatiale et voir quelles étaient les régions actives. Alors on peut avoir soit l'IRM, soit une méthode beaucoup plus légère que malheureusement est coupée. Ici, c'est la spectroscopie dans le proche infrarouge, où là, on met des lumières sur la tête du bébé, et c'est l'absorption, donc ces lumières émettent dans une longueur d'onde très précise, et c'est l'absorption de la lumière qui nous signale la consommation en oxygène de la région cérébrale juste en dessous. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et très intéressant comme méthode, puisqu'elle reste très légère, à part qu'on a effectivement tous ces casques pleins de fils sur la tête. Alors juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, voici un peu un reportage qui avait été fait par la Fondation de France à Neurospin, là où on a toutes ces belles machines, et comment les parents et les bébés se prêtent à ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est Capucine qui va se prêter au jeu de l'expérimentation. Capucine est âgée de 8 mois, et sans qu'elle le sache, ses capacités à reconnaître les sons de la langue française intéressent vivement les scientifiques. Donc voilà notre casque de G. L'activité de son cerveau va être enregistrée par électroencéphalographie grâce à des capteurs disposés sur un filet. Donc vous voyez, c'est très léger, les bébés ne sont pas très gênés par ça. Certaines syllabes prononcées par les personnages ne correspondent pas à la forme que fait leur bouche. Le cerveau d'un bébé peut-il s'en apercevoir ?
Donc voilà, un petit peu... L'expérience réalisée sur des dizaines... Un petit peu ce qu'on fait à Neurospin. Donc là, c'est une méthode très sympathique qui est l'électroencéphalogramme, mais je vais vous montrer un petit peu d'autres choses. Alors pourquoi s'intéresser aux bébés? Pourquoi se donner tant de mal à faire venir ces enfants chez nous et à les mettre dans ces grosses machines? C'est parce que en fait, le développement cérébral des bébés est très rapide et absolument extraordinaire par rapport, par exemple, à son cousin le plus proche, et avec cette modification et ces changements extrêmement rapides dans les premiers 2 années de vie. Après, on atteint le plateau qui vont emmener l'être humain vers un cerveau beaucoup plus grand que chez l'adulte. Et pendant ces 2 années, le bébé ne fait pas rien, et en fait, il acquiert les capacités très particulières de l'espèce humaine, que ce soit le langage, que ce soit la cognition sociale, qui sont des fonctions très importantes dans notre espèce, ou que ce soit la métacognition. Regardez un peu l'aspect réflexif de ce jeune bébé de 2 ans. Et donc, on peut essayer de comprendre, en étudiant les jeunes bébés, 2 choses. Avec l'animal, quelle est la différence de ce cerveau qui n'a pas encore eu beaucoup d'exposition à une éducation très formelle comme à l'école? Quand on compare un adulte humain et un adulte chimpanzé ou macaque, on n'est quand même pas très juste pour les animaux, vu qu'on a été soumis à une éducation très intense pour décupler nos facultés cognitives. Donc qu'est-ce qui se passe au tout départ? Est-ce que le bébé est déjà sur une trajectoire de développement totalement différente de celle des autres animaux? Et puis d'autre part aussi, quelle est, dans les comparaisons entre le bébé et l'adulte, est-ce que des capacités qu'on pense très élaborées et donc qu'on attribue de façon assez facile à l'adulte mature ne sont pas en fait déjà très présentes chez le bébé, et c'est parce qu'il a ces capacités qu'il peut suivre cette trajectoire de développement. Donc ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui un petit peu, c'est en quoi on a pu progresser sur ces questions et qu'est-ce que l'imagerie nous a apporté ces dernières années. Alors, j'ai qu'une demi-heure, donc je ne vais pas vous faire tout ce qu'on pourrait dire sur le bébé, et je voudrais insister sur 3 points. Le premier point, c'est que le cerveau humain a une organisation asymétrique très particulière qu'on ne retrouve pas chez les autres animaux. Je vous donnerai plusieurs exemples, et ce, dès la période anténatale. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement différent. On a aussi une implication précoce des régions frontales. Alors les régions frontales, vous savez, quand je vois des paléoanthropologues ici, donc toujours le frontal apparaît comme la grande découverte de Homo sapiens, qui a une expansion de ces régions-là, et généralement, comme ce sont des régions impliquées dans les fonctions exécutives, dans la planification, dans des fonctions très élaborées, et qu'elles mettent très longtemps à maturer, on estime que le bébé n'en a pas ou s'en sert pas. C'est faux. En fait, dès le départ, il y a une implication des régions associatives de très haut niveau dans la cognition du bébé. Et immature ne veut pas dire non fonctionnel. Enfin, il s'est coupé, je suis désolée, je voulais vous dire quelques mots sur un espace conscient. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ah, pardon. Sur un espace conscient, explicite, qui aussi, un espace de travail conscient et explicite qui existerait très tôt chez le bébé et lui permettrait de réaliser certaines opérations très abstraites. Alors, les asymétries cérébrales. Là, je vous ai mis un schéma très grossier avec toujours cette idée qu'on a en tête dans la sagesse populaire, que le cerveau gauche est très analytique, il va faire du langage, le cerveau droit est plus émotionnel, la musique, etc. Bon, c'est évidemment un peu grossier, mais je vais quand même vous montrer qu'il y a des choses très vraies dans cette appréciation. Regardons d'abord sur le plan structural. Vous avez des asymétries très évidentes quand vous regardez un cerveau humain qui sont liées au fait que l'hémisphère droit va tourner et se lever au-dessus de l'hémisphère gauche, ce qui va vous créer 2 choses qu'on voit très clairement. La scissure sylvienne en français, oui, ça doit être la même chose, est beaucoup plus haute à droite qu'à gauche. Vous avez ici la superposition des 2 sillons, et le sillon temporal supérieur également, lié au fait que donc l'hémisphère droit se lève par-dessus l'hémisphère gauche. Cette asymétrie qu'on voit très tôt aussi chez le bébé, là voilà un bébé sur lequel on a identifié en bleu son sillon temporal supérieur et en rouge le droit et le bleu et le gauche. Vous voyez donc cette différence de localisation, et ici le fond de la vallée sylvienne, entre la droite et la gauche. Alors ces asymétries existent aussi chez les grands singes, le chimpanzé et le gorille. Mais avec François Leroy, on a découvert une autre asymétrie qui semble, elle, n'être que présente que chez les
humains, et qui est parti d'une observation que quand on regarde le développement de la giration du cerveau, donc vous voyez ici chez des prématurés un cerveau très très lisse qui va devenir de plus en plus gérifié avec le terme, vous regardez le sillon temporal supérieur ici à 27 semaines de grossesse et vous voyez qu'il est présent à droite, et qu'il est non présent à gauche. Et encore à 29 semaines, c'est un autre bébé, vous avez une apparition 2 semaines plus précocement de ce sillon à droite par rapport à la gauche. Quand on regarde chez le fœtus, vous voyez, maintenant on peut faire de l'imagerie aussi chez le fœtus in utero, vous voyez effectivement que vous avez des asymétries qui sont notées, donc quand c'est plus profond à droite en bleu ici, et à gauche vous avez le planum temporale qui est asymétrique en faveur de la gauche. Donc ce pattern d'asymétrie gauche-droite que vous avez aussi à partir pour le STS de 25 semaines de grossesse, donc on est à peu près avant le 6e mois, et pour le planum temporale un peu plus tôt. Quand on regarde maintenant ce que devient ce sillon, et la profondeur de ces sillons, en particulier juste sous le gyrus de Heschel, et c'est quoi le gyrus de Heschel? C'est l'aire auditive primaire, c'est là où arrivent tous les sons. Et vous voyez que ce sillon, c'est la profondeur qui est figurée ici, donc en bleu le sillon temporal supérieur droit et en rouge le gauche. Vous voyez que le droit est plus profond, c'est vrai chez les nourrissons, chez les enfants, chez les adultes. Et en fait, on l'a dans 96% de la population. Donc c'est vraiment une asymétrie très systématique et très forte. Et voilà une population qui ne l'a pas. Et qui est-ce? Ce sont les chimpanzés. Donc là, on a vraiment un changement très radical entre les humains et les chimpanzés. Dans une région qui nous intéresse beaucoup, parce que qu'est-ce qui se passe ici? C'est la région du langage. C'est là où se font les premiers traitements perceptifs du langage en tant que langage, pas en tant que son, mais en tant vraiment que langage qui transmet de l'information. De l'autre côté, vous avez la cognition sociale et l'identification des individus. On va en reparler tout à l'heure. Et donc, quand on regarde une méta-analyse faite par De Witt et Rauschecker, où ils ont repris l'ensemble des analyses sur la discrimination des sons de la parole, la discrimination phonétique, le centre de masse de toutes ces études est ici. Et vous voyez, les coordonnées dans un système d'Atlas sont exactement ou très proches entre le centre de masse de cette asymétrie et le centre de masse de ces études d'IRM fonctionnelles. Donc on ne sait pas encore quelle est la relation, évidemment, entre cette asymétrie, qui est sans doute pour nous liée au fait que dans l'hémisphère gauche, vous avez énormément une densité de fibres pour transmettre les informations entre le système auditif et le système linguistique, qui est sans doute beaucoup plus importante et va créer des tensions que n'a pas l'hémisphère droit. Mais en tout cas, ça nous semble un marqueur macroscopique très intéressant pour essayer d'étudier quel type de changement a pu provoquer quel type de changement génétique a pu provoquer ce changement macroscopique. Alors, d'autres asymétries fonctionnelles, cette fois-ci, une des choses très importantes pour un être humain, c'est de reconnaître qui est en face de lui, qui il connaît, donc de discriminer les visages et de reconnaître les visages. Alors, chez l'adulte, la réponse au visage est très asymétrique en faveur de la droite. Et vous avez ici, c'est chez des enfants de 9 ans, donc on le voit déjà dans l'enfance, en IRM fonctionnel. On a montré à ces enfants soit un échiquier, soit un damier, soit des visages en rouge, soit des maisons, soit des mots. Et vous voyez qu'il y a deux régions très asymétriques. Évidemment, les mots, parce que ces enfants ont appris à lire, donc c'est une réponse dans l'hémisphère gauche. Mais les visages sont aussi extrêmement asymétriques en faveur de la droite. Donc la question, évidemment, est de savoir si cette asymétrie en faveur de la droite est due à la compétition, par exemple, à cet âge-là, avec le développement de cette réponse aux mots écrits, qui va donc pousser la réponse des visages vers la droite, ou si, en fait, cette asymétrie, elle est constitutive du cerveau humain et elle existe dès le départ. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir les tout-petits. Je suis embêtée parce que mes diapos sont coupés en haut et en bas. Mais bon, je ne sais pas si je continue comme ça ou... Oui, merci. Donc, lorsqu'on présente un nouveau-né, ce type d'image ou ce type d'image, le bébé, spontanément, le nouveau-né, donc qui a quelques heures de vie, va s'orienter et va préférer voir ce genre de stimuli. Et on pense simplement, au tout départ, c'est parce qu'il est très attiré par les fréquences
spatiale très rapide que vous avez là avec l'œil, avec blanc, noir, blanc, noir. Je ne sais pas si vous savez, mais on est un des seuls animaux avec une sclérotique blanche, donc qui fait que la pupille est très visible dans un visage, et donc on peut savoir où le regard se dirige. Et donc les bébés sont très attirés par cette disposition, surtout dans le champ visuel supérieur. Donc les bébés préfèrent dès la naissance ce type d'image à ce type d'image, et ce qu'ont fait les Japonais en utilisant donc ce dispositif de spectroscopie dans le proche infrarouge où on met des lumières sur la tête du bébé, donc ils les ont mis à l'arrière de la tête donc pour voir ces réponses que je vous montrais tout à l'heure dans une coupe d'IRM, voir si effectivement les réponses étaient plus élevées à droite qu'à gauche quand on montrait des visages, bon, des légumes, ou ces visages mélangés. Et ce qu'il voit ici, c'est qu'effectivement, quand on regarde donc, chez des bébés qui ont 5 mois ici, vous avez une réponse beaucoup plus forte, notamment pour la discrimination de ce visage canonique versus ce visage mélangé dans l'hémisphère droit. À gauche, ce n'est pas significatif. Vous voyez que ça va quand même s'accentuer, puisque chez l'adulte, avec la même étude, la réponse à droite augmente aussi pour le visage canonique. Donc vous voyez une asymétrie qui semble déjà assez précoce avec cette méthode. Alors avec mes collègues Jessica Dubois et Parvané Adikbour, on a essayé d'étudier cette asymétrie de façon un petit peu différente, non pas en regardant avec une réponse spatiale, sensible à la localisation spatiale comme la NIRS et l'IRM, mais en utilisant l'EEG et en présentant des visages à gauche et à droite. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Le bébé regarde au centre ce œil de bœuf qui bouge et qui a des mouvements un petit peu aléatoires, donc qui attire son regard au milieu. Et sur le côté, on va lui passer un visage donc, dans son hémichon gauche, de façon très brève, et qui donc va être traité par son hémisphère droit du fait de la disposition des voies visuelles. Donc quand vous avez un stimulus ici, il est traité par l'hémisphère droit. Quand on présente, et ensuite il est envoyé dans l'hémisphère contralatéral, grâce au corps calleux, c'est un gros faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères. Quand on présente le visage dans l'hémichon droit, il va être traité dans l'hémisphère droit, puis ensuite passé par le corps calleux, si le corps calleux est suffisamment mature, de l'autre côté. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Vous avez la réponse électroencéphalographique. Donc ce que vous avez, c'est des cartes de voltage. Quand c'est rouge, c'est très positif. Quand c'est bleu, c'est négatif. Et vous voyez que quand on présente des visages à gauche, on a une réponse dans l'hémisphère droit contralatéral, et puis ensuite un passage avec le phénomène inverse quand on présente les visages de l'autre côté. Donc les bébés sont bien restés au milieu et ont eu ces deux flux de visages qui sont passés de chaque côté de leur champ visuel. Qu'est-ce qu'on se demande ici? C'est est-ce qu'ils vont être capables de discriminer un visage nouveau dans leur hémichon gauche ou dans leur hémichon droit, donc traité ou par leur hémisphère gauche ou par leur hémisphère droit. Donc on présente 80% du temps une image qu'on appelle standard. Vous avez d'un côté, disons Claire, et de l'autre côté Amélie. Et puis de temps en temps, dans 10% des cas, on va switcher, enfin on va, excusez-moi pour ce franglais, on va passer Amélie à gauche pour voir s'il y a bien eu un transfert de l'information et si l'hémisphère droit, puisqu'on est de l'autre côté, connaît ce qui a été présenté à l'hémisphère gauche. Et puis de temps en temps aussi, on présente dans 10% du temps, un nouveau visage, et on veut voir si le bébé discrimine ce nouveau visage à gauche ou à droite. Donc commençons par les visages présentés dans l'hémichon gauche, ils arrivent dans l'hémisphère droit, et vous voyez qu'effectivement, la réponse est beaucoup plus négative dans le cas du visage nouveau par rapport aux deux cas connus. Juste pour vous montrer un petit peu la différence dans le temps. Donc maintenant, le visage est présenté ici. On enregistre à partir de ces électrodes et on regarde le déroulement temporel de la réponse. Et vous voyez que la courbe rouge, qui est la courbe pour cette image, est très différente des deux autres courbes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre hémisphère droit est capable de discriminer les différents visages, puisqu'il répond différemment pour ce visage nouveau par rapport au visage déjà présenté, et qu'il connaît aussi le visage présenté de l'autre côté. C'est-à-dire que l'information de cette jeune fille lui a été transmise puisqu'il considère que cette image comme un visage connu. Il ne se passe rien de l'autre côté, donc il n'y a pas de transmission. L'hémisphère droit a gardé l'information. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on présente le visage dans l'hémichon droit? Il ne se passe rien du tout.
Donc, il n'y a pas de discrimination. Je vous ai remis ce qui se passait pour ce visage-là. On avait cette négativité par rapport aux deux autres conditions. Là, vous voyez, elles sont toutes identiques. Et je vous montre juste les courbes. Ça, c'est donc la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça, c'est ce qui se passe dans l'autre hémisphère. Il ne se passe rien, et il ne se passe rien quand on regarde de l'autre côté. Donc, en fait, les bébés ne peuvent, à cet âge-là, on est dans le premier semestre de vie, ne discriminer que les visages qui arrivent dans leur hémisphère droit. Ce qui, quelque part, a une conséquence pratique, c'est-à-dire si vous approchez un bébé en venant de ce côté-là, il n'est pas capable de vous reconnaître. Bon, donc une asymétrie qui existe depuis le départ. Ce n'est pas une asymétrie qui a été construite à cause de la compétition avec d'autres stimuli. C'est quelque chose qui est présent dès le départ, et deux tissus qui sont a priori identiques, puisqu'on pourrait penser que votre région visuelle droite et votre région visuelle gauche, ça va être la même chose. Ben, pas du tout. Elles ont déjà des fonctions différentes de façon très précoce. Alors, on peut étudier d'autres choses, d'autres asymétries. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on reconnaissait plutôt le langage avec l'hémisphère gauche chez un adulte, chez la plupart des adultes, et puis l'individu, sa voix, là on avait l'individu, son visage, maintenant on a l'individu, sa voix, va être aussi mieux représenté dans l'hémisphère droit. Et vous comprenez que le bébé a une tâche très difficile à faire dans les premiers mois de vie, parce qu'effectivement, il doit faire les deux choses à la fois. Il doit d'une part reconnaître qu'une voix grave, ça va être son papa, et une voix plus aiguë, ça va être sa maman, donc il faut bien qu'il différencie les voix, mais en même temps, s'il veut apprendre à parler, il faut qu'il néglige ces différences entre voix. Hein, si je dis bateau, si Alain Prochian dit bateau, je ne suis pas très bonne. Hein. Pour le bébé, ça doit toujours être un bateau, quelle que soit la voix. Donc il faut qu'il néglige ces différentes voix pour arriver à extraire la signification linguistique de ce qui est dit. Donc il faut qu'il ait d'une part le message et d'autre part le messager. Et on va voir qu'une des solutions qu'a choisi le cerveau humain, c'est de favoriser un traitement plus à droite pour tout ce qui concerne le messager et plus à gauche pour tout ce qui concerne le message. Alors comment on peut montrer ça ? Vous avez ici à nouveau des potentiels évoqués. Qu'est-ce qu'on fait ? On va leur présenter un visage qui, suivant les essais, sera soit visage d'homme, soit un visage de femme. Ce visage ouvre la bouche pour faire un son A ou étire les lèvres pour faire un son I, mais il n'y a pas de son présenté à ce moment-là. Le visage disparaît et on présente soit A, soit I, soit dit par une femme ou dit par un homme. Okay. Si le bébé est incapable de faire la liaison entre tout ça, ben il va répondre toujours de la même façon à A ou I, dit par un homme ou dit par une femme. Si par contre, il est capable de faire une intégration entre l'information visuelle qui lui a été donnée précédemment et le son, on va avoir des différences entre les stimuli, entre les essais, où le A, par exemple, dit par un homme, sera précédé par le bon visage et la bonne ouverture de bouche, versus A, précédé, par exemple, par le même homme, mais faisant un I. Okay ? Donc c'est ça qu'on cherche. On regarde la réponse aux mêmes voyelles en fonction de ce qui s'est passé dans le contexte. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, de façon parallèle, quand on compare les essais où la voyelle audio était congruente ou incongruente avec le mouvement articulatoire, on a des réponses de discrimination de ce type. Et quand on compare les essais où le genre de la voix ne correspondait pas au genre du visage, on a une autre carte topographique de voltage sur la tête du bébé. Ce qui veut dire, si les deux cartes sont différentes, c'est que les régions sous-jacentes qui ont répondu dans les deux cas sont différentes. Les deux cartes se déroulent au même moment, ça veut dire que le codage se fait en parallèle. Donc en même temps, le bébé, une partie de son cerveau va coder le messager et l'autre le message. Et quand on fait les sources, alors quand on regarde quelles sont les régions cérébrales actives derrière un voltage qu'on enregistre en superficie, c'est toujours un peu grossier, toujours une approximation qui est parfois contestée, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que quand on a un changement qui concerne le phonème, la réponse est plutôt gauche que droite, alors que quand on a un changement qui concerne la voix, la réponse est plutôt droite que gauche, et là on est chez des bébés de 2 mois. C'est congruent un petit peu avec ce qu'on sait chez l'adulte, puisque voilà une image en IRMF, donc beaucoup plus précise sur le plan de la localisation, où on voit que la région sensible à la voix chez l'adulte est à peu près ici, donc dans ce gros tas que nous trouvons en EEG. Et là, ce sont des études faites en IRM chez le bébé. Donc ça, c'est nos collègues londoniens qui ont contrasté des vocalisations comme avec de la parole, et qui trouvent aussi, quand la voix est plus claire,
on a une réponse toujours dans cette même région temporale droite. Et là, c'est une étude qu'on avait fait en IRM chez des bébés qui écoutaient soit la voix de leur maman, soit la voix de la maman précédente, donc une voix qu'ils ne connaissaient pas. Et je vais vous tracer parce qu'on ne voit pas très bien en bleu. Voilà la réponse pour la voix inconnue et voilà la réponse pour la voix connue dans cette région-là. Donc une discrimination des deux voix à nouveau dans la même région. Donc là, à nouveau, chez des bébés très très jeunes, on voit bien qu'il y a une séparation de ces traitements et des spécifications très précises du cerveau pour faire telle ou telle chose dans deux domaines qui sont importants pour nous, êtres humains, c'est-à-dire reconnaître qui on est et où on est plutôt dans le groupe social, donc qui est autour de nous, et comprendre l'information qui nous est donnée. Enfin, en tout cas, pour le moment, les débuts, parce qu'à 2 mois, évidemment, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit encore. Alors, 2 mois, c'est déjà trop vieux, nous a-t-on dit, parce que 2 mois, ils ont déjà eu, notamment à cause du fait que la voix passe à travers l'utérus, que ces bébés sont déjà exposés depuis très longtemps à la voix et que tout ça s'est appris. Alors avec Fabrice Valois et Mahdi Mahmoudzadeh, on s'est dit on va regarder le plus tôt possible, c'est-à-dire à 6 mois de grossesse, pour voir comment ces bébés vont répondre, ces prématurés vont répondre à la voix et au changement de phonème, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors juste pour vous dire où on en est à 6 mois de grossesse, vous voyez, on est très petit, on tient dans une main, hein, on fait 1,7 kg, hein, donc c'est pas grand-chose, et le cerveau est encore très lisse, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on avait le début du sillon temporel supérieur qui commençait à apparaître. Les neurones sont toujours en train de migrer. En fait, vous avez à ce moment-là plus de neurones en migration que de neurones en place dans le cortex. Ils sont, vous savez, pendant le dernier trimestre de la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Les neurones sont en train de gagner leur place dans la couche corticale. Et donc, ici, à cet âge-là, vous êtes vraiment avec un cerveau qui est très immature, avec les neurones encore en train de migrer. Et quand on en regarde l'électroencéphalogramme à cet âge-là, vous voyez que c'est un électroencéphalogramme très particulier, avec des grands moments quasiment de platitude, où il ne se passe rien, et des grosses bouffées d'activité électrique, donc un électroencéphalogramme très peu structuré. Donc on n'était pas très sûr d'enregistrer quelque chose, on s'est dit bon, et je dois dire que donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté, donc on a utilisé la spectroscopie dans l'approche infrarouge, donc cette absorption de la lumière chez ces tout petits bébés, et on leur a fait écouter soit ici des blocs de syllabes où elle était toujours répétée, ba, 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 soit on faisait un changement de phonème, ba, 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 ga, de temps en temps, soit un changement de voix, et on passait d'une voix mâle à une voix femelle. On avait fait ça dans l'hypothèse qu'en fait, le changement de voix, comme c'est un changement qui porte sur l'ensemble de la syllabe, on pensait que c'était vraiment ce qu'ils allaient discriminer et qu'on allait suivre plutôt l'apparition du changement phonétique, parce que la différence entre bas et ga, c'est une différence très subtile, d'ailleurs que vous perdez au téléphone, c'est pour ça qu'on vous demande d'épeler, par exemple, votre nom, et qui est donnée en 40 millisecondes. Donc une différence très subtile qui demande un codage temporel particulièrement efficace. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est la réponse de ce cerveau. Donc, on voit en vert les régions qu'on a enregistrées, en blanc, on ne sait pas ce qui se passe. Et les sons vont commencer au départ de la bande rouge, et vous allez voir ce qui se passe pour ces différentes conditions. Donc voilà, on arrive au départ. Je vais peut-être m'arrêter ici parce qu'on voit... pardon. Ok. On voit ici clairement déjà ce qui se passe. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais la réponse était très importante dans le changement phonétique à gauche et à droite. Et la réponse au changement de voix, quasi nulle. Et en fait, si je vous montre, attendez, je vais vous laisser continuer pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on arrive à la fin. Bon, c'est un cerveau un peu immature, il retourne au repos, alors qu'on continue encore à le stimuler, parce que, bon, c'est pas facile à cet âge-là. Donc voilà, je vais vous remettre un petit peu le départ pour que vous voyez un petit peu ce qu'il faut voir. Donc regardez en particulier ça versus cette condition ici. Vous voyez l'explosion d'activité qui non seulement concerne les régions temporales, mais vont jusqu'aux régions frontales. Hein. Alors qu'ici, il ne se passe pas grand-chose par rapport à ici. Donc en fait, si on regarde plus précisément, donc là,
on se met à un endroit précis, on va regarder le déroulement temporel de la réponse, en rouge pour le changement de phonème, et vous voyez comment cette réponse est très forte par rapport aux deux autres conditions que vous avez en bleu et vert dans les régions temporales. Mais aussi dans les régions frontales, où en fait, seule la région gauche va noter le changement de phonème. À droite, c'est un petit peu différent, à nouveau, on a une réponse pour les deux types de changements, le changement de voix et le changement de phonème. Donc ces bébés à 6 mois de grossesse ont déjà un codage temporel extrêmement fin, et latéralisé plutôt vers l'hémisphère gauche, qui va leur permettre de coder cette différence très subtile, alors que, contrairement à nos attentes, le codage de la voix n'est pas si efficace que ça. On a fait aussi de l'EEG, et effectivement, en fait, en relisant la littérature, on n'est pas très bon pour coder les voix. On est bien meilleur pour coder le message. Et donc, ces bébés ont déjà cette tendance à avoir ce traitement favori de l'hémisphère gauche pour le codage temporel et pour coder ce type d'information. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est que le cerveau humain est asymétrique sur le plan macroscopique et microstructural. Bon, il y a plein de choses, la maturation aussi est différente à droite et à gauche, on a plein d'éléments maintenant pour nous montrer que vraiment l'asymétrie n'est pas une caractéristique du cerveau adulte, mais une caractéristique du cerveau humain en général. Les fonctions cognitives complexes, comme le langage, et importantes pour l'enfant, comme l'identification des proches, sont biaisées vers l'un ou l'autre hémisphère, donc des tissus a priori similaires vont avoir un rôle cognitif différent. Et donc on peut se demander si à la dimension antéro-postérieure et ventrodorsale, qu'on connaît déjà chez l'animal, les régions à l'avant ne font pas la même chose que les régions à l'arrière, les régions au-dessus ne font pas la même chose que les régions dessous, les humains ont, au cours de l'évolution, acquis une dimension gauche-droite qui est certainement cruciale dans le développement. Donc j'en sais pas plus, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert exactement, quels avantages cela donne à l'être humain, mais c'est une caractéristique très nette. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'était sur le rôle des régions frontales. Donc, comme je le disais au tout départ, le frontal, parce qu'il fait des choses très subtiles et qu'il a, comme vous le voyez, un développement très très long. Ça, ce sont des données post-mortem où on étudie la myélinisation de connexions de fibres. On voit que en bleu, vous avez les connexions vers les régions frontales. Elles ont un développement beaucoup plus tardif et beaucoup plus prolongé par rapport au développement en vert du système visuel ou en rouge du système auditif. Donc, les auteurs estimaient que, bon, le bébé frontal, on avait un gros tas de viande à l'avant du cerveau qui consommait beaucoup d'énergie, mais ça ne devait pas servir à grand-chose, ce qui est toujours un peu paradoxal quand on pense que quand même l'économie énergétique du corps est quand même importante à gérer. Et donc là, c'est une autre méthode pour mesurer la maturation que le post-mortem en IRM, où en fait on traduit en couleur le signal mesuré quand vous faites une anatomie IRM. Et donc les régions les plus matures sont rouges, et donc on voit le gyrus de Heschel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la région auditive primaire, le sillon central, qui est la région motrice primaire, et vous voyez que les régions frontales sont très très bleues. Alors comment ces régions répondent-elles? Alors quand on met les bébés dans l'IRM et qu'on leur fait par exemple écouter leur langue maternelle et qu'ils sont réveillés ou endormis, on voit quand ils dorment, il ne se passe rien dans cette région frontale droite, mais quand ils sont éveillés, vous avez en rouge la réponse à leur langue maternelle et en bleu la réponse à leur langue maternelle passée à l'envers, donc pour eux c'est n'importe quoi, et donc vous voyez comment la vigilance peut amplifier l'activation pour la langue maternelle dans ces régions-là, et donc sans doute faciliter son apprentissage en utilisant les contours intonatifs qui sont stockés dans les régions pariétales inférieures. Une autre expérience que nous avons faite en IRM, on fait écouter à ces petits bébés de 2 mois une phrase courte qui est répétée 14 secondes après. Et ce qu'on voit, c'est que quand la phrase est répétée, vous avez aussi une augmentation de réponse. Et dans quelle région? Dans la région frontale inférieure gauche, qui est la région qui vous sert à mémoriser vos numéros de téléphone. Donc c'est une région de mémoire verbale. Et donc ici, ce qui se passe, c'est pas que le bébé a compris la phrase, hein, soyons bien d'accord, c'est que simplement il a entendu une phrase et 14 secondes, il y a une espèce de mélodie qui ressemble, et donc il est capable de s'en apercevoir.
Alors, ce n'est pas si étonnant que ça, puisqu'on sait que pendant les premiers mois de vie, le bébé va déjà apprendre énormément de choses sur sa langue maternelle. Donc, qu'il ait un circuit de mémoire de travail n'est pas si surprenant, mais était un petit peu méconnu avant qu'on fasse cette expérience en IRM. Alors là, c'est une troisième expérience que nous avons fait en IRM, où le bébé écoute soit la voix de sa maman, soit la voix de la maman du bébé précédent. Donc la maman du bébé précédent, ça lui est un peu égal. Mais quand il écoute la voix de sa maman, il a une activité des régions frontales médianes, qui sont des régions qui sont très impliquées dans la connaissance du soi, dans la familiarité, etc. Alors je ne dis pas que le bébé a une connaissance du soi, etc., mais que ces réseaux qui vont donner ensuite chez l'adulte ce genre de propriété sont déjà fonctionnels et vont aider le bébé à reconnaître ce qui se passe autour de lui. Donc là, c'est une réponse plus grande pour la voix de la mère par rapport à la voix inconnue dans cette région-là. Par contre, quand on regarde d'autres systèmes plus liés au système limbique et aux émotions, on voit que l'amygdale et la région orbitofrontale, donc qui se trouve ici, ont moins d'activité pour la voix de la maman que pour la voix étrangère. Donc, ils élude un petit peu cette réponse. Donc, pour un petit peu vous faire un tableau, ce cerveau, enfin cette partie du cerveau qui est très bleue, est en fait déjà fonctionnelle avec une parcellisation en différents territoires qui vont être attribués à différents réseaux cognitifs. Donc, en fait, ces régions sont immatures, mais pas du tout non fonctionnelles, et elles participent déjà à la cognition du nourrisson. Alors, pourquoi faire? Et c'est là que j'aimerais bien spéculer un petit peu à partir de deux expériences, deux études qu'on a fait récemment, en pensant que peut-être ces régions frontales vont intervenir très rapidement pour former un espace de travail symbolique et conscient qui va permettre au bébé de façon explicite d'apprendre, de faire un certain nombre d'apprentissages qui ne seraient pas possibles autrement. Alors, l'idée vient un petit peu de cette modélisation de l'espace conscient chez l'adulte. Si vous présentez à un adulte des stimuli qui sont au seuil de perception, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe quand ce stimulus passe le seuil ou quand il est resté, l'adulte dit ben non, je ne l'ai pas entendu. Par exemple, ici, c'est en visuel, l'adulte dit non, je ne l'ai pas vu, là il dit oui, je l'ai vu. Et vous voyez que la différence, c'est un embrasement de ces régions frontales et pariétales. Là, c'est la même chose dans le système auditif. Vous avez à nouveau un son qui est au seuil. Quand il n'est pas détecté, l'activation reste limitée aux régions sensorielles, donc à nouveau les régions auditives primaires dont je vous parlais tout à l'heure. Mais dès qu'il est détecté, alors que sur le plan, je veux dire, du stimulus, des caractéristiques de ce stimulus, des caractéristiques physiques de ce stimulus, c'est toujours la même chose. Vous avez un embrasement de ces régions frontales. Et donc, c'est ce que Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux ont défini comme étant l'espace de travail global, qui lorsqu'il s'embrase, va permettre un accès conscient et explicite à la représentation qui va s'accompagner d'une amplification après descendante des régions sous-jacentes. Alors comment on peut étudier ça chez le bébé? Parce qu'il ne va pas nous dire oui, oui, j'ai entendu, oui, oui, j'ai vu. Donc on est toujours un petit peu obligé d'inventer des paradigmes un petit peu sioux pour essayer de le tester. Alors là, c'est un travail fait par Sid Quider et Sophie Gelskov, où il a joué sur le fait que les bébés sont très attirés par les visages, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il présente deux séries de séquences de stimuli visuels qui sont présentés en même temps. Donc là, vous avez deux masques, deux choses assez hideuses. Et puis, la séquence suivante, vous avez d'un côté un visage, de l'autre côté un masque. Et ce qu'il fait varier suivant les essais, c'est la durée de cet écran, qui peut varier de 50 millisecondes à 300 millisecondes. Puis ensuite, vous avez un masque, puis encore un masque, et puis c'est répété 4 fois. Si le stimulus est bref, vous n'allez pas, enfin si c'est par exemple chez un adulte, si cet écran ne dure que 16 millisecondes, vous n'allez pas voir où est le visage. Si par contre, il dure 300 millisecondes, vous allez voir où est le visage, et ce qu'espéraient Sid et Sophie, c'est que le bébé, s'il voit un visage, se tourne du côté où le visage est présenté. Et donc ce qu'ils vont mesurer, c'est comment le bébé va s'orienter vers un côté ou l'autre, et évidemment si ce côté est le visage. Alors ce qu'ils voient, c'est que chez des 5 mois, eh bien, quand la durée de cet écran est 50 ou 100 millisecondes,
le bébé s'oriente au hasard vers la droite et la gauche. Donc il n'a pas réussi à percevoir le visage. Par contre, à 150 millisecondes, il va s'orienter vers un côté de façon plus systématique, signalant ainsi qu'il a vu le visage. Alors vous voyez qu'il n'est pas très bon, hein, on monte à 55%, on n'est pas... À 10 mois, le seuil de perception est toujours à 100 millisecondes, enfin entre 100 et 150, puisqu'à 150, effectivement, ils ne sont plus au hasard. Et à 15 mois, là, on a un changement brutal, puisque maintenant, à 50 millisecondes, ils sont déjà au-dessus du hasard. Avec donc SID, on a essayé de mettre ça en imagerie, c'est-à-dire comment on allait pouvoir faire l'image et essayer de comprendre comment les bébés arrivaient à voir les visages. Qu'est-ce qui changeait quand les bébés voyaient les visages et s'orientaient donc vers le visage. Donc, on a juste présenté tout au centre, mais c'est exactement le même dessin expérimental, où ce qu'on fait varier, c'est la durée de présentation du visage ou du masque. Là, c'est les potentiels évoqués venant des régions visuelles lorsqu'on a un visage en trait plein ou le masque. Et vous voyez qu'il y a des moments où apparemment le stimulus, la différence a été perçue, puisqu'on a cette grande différence ici à 400 millisecondes, et ensuite une négativité très très lente. Si on regarde maintenant par condition, là c'est tout à l'heure ce que je vous ai montré, c'était un Moyen-Âge à travers toutes les conditions. Maintenant on regarde pour chacune de ces durées, et vous voyez de façon très jolie, notamment pour les 12 mois, comment cette réponse à 400 millisecondes est très linéaire avec la durée de présentation du stimulus. C'est-à-dire quand le stimulus est présenté de façon très brève, à 17 millisecondes, à la bleue, la réponse est très faible, et au fur et à mesure qu'on augmente cette durée, on augmente la réponse pour ici atteindre 300 millisecondes. Cette réponse linéaire se distingue totalement de ce qui se passe ici. Ici, maintenant, vous avez un peu une impression on-off, c'est-à-dire que les trois durées les plus courtes, 17, 33, 50, sont à 0. Donc c'était celles dont on a vu sur le plan comportemental qu'elles n'étaient pas perçues explicitement par le bébé. Et ici, vous avez une réponse qui est quasi identique pour toutes les conditions. Donc cette réponse on-off, généralement, chez l'adulte, est considérée comme étant le témoin de la perception consciente. Si vous êtes un adulte et vous devez rapporter que vous avez vu le visage, vous allez aussi avoir une réponse plate pour tous les visages que vous n'avez pas vus, et une réponse qui va devenir, disons, positive, parce que pour les adultes, c'est ce qu'on appelle une P300, pour les visages que vous avez vus. Alors, pour les 5 mois, bon, le seuil était à 100 millisecondes, on a moins de conditions, donc la seule qui est plate, c'est celle-ci, et puis les autres sont en dessous. Donc les données sont plus bruitées, parce que les bébés bougent un peu plus à cet âge-là. On cherchait donc la trace de cette réponse on-off, qu'on voit donc très bien aux 2 âges, même si elle est significative un peu plus tardivement chez les 5 mois, qui signe pour nous donc l'accès à une perception consciente du visage. Alors, je vais terminer rapidement avec une autre étude qui porte maintenant sur le fait qu'on puisse associer très rapidement un symbole abstrait, enfin un signe abstrait, à une catégorie visuelle. Par exemple, si je vous dis si je montre un chat à un bébé, le mot chat est totalement arbitraire par rapport à ce petit animal plein de fourrure. Donc, c'est un petit peu ça qu'on cherche, c'est est-ce qu'on peut faire associer à un bébé des règles assez abstraites à un signe arbitraire. Donc, on a fait ça avec Claire Capdebon, qui a fini sa thèse, et donc les bébés écoutaient des suites de mots qui avaient une règle particulière, c'est-à-dire que les 2 premières syllabes étaient répétées, bas, bateau par exemple. Puis ce mot était suivi par un poisson. Puis on leur présentait une série de mots où maintenant la règle est un peu différente puisque c'est la première et la 3e syllabe qui sont répétées. Et maintenant, ils voient un lion. Donc on les entraîne assez vite, en fait, sur une trentaine d'essais. Et les bébés, on espère qu'à chaque fois qu'ils vont entendre un mot dont les 2 premières syllabes sont répétées, ils vont s'attendre à voir un poisson. Et quand ils vont entendre un mot avec la première et la dernière syllabe répétées, ils vont s'attendre à voir un tigre ou un lion. Donc, pour tester ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans 25% des essais, on fait une erreur. C'est-à-dire qu'ils attendaient un lion, on leur présente un poisson. Ils attendaient un poisson, on leur présente un lion. Et puis, on a, comme on est méchant avec les bébés, on a ajouté une 3e règle. On a ajouté maintenant des mots qui ont une répétition, mais maintenant à la fin. Et pour qu'ils apprennent rien, ils sont à 50% du temps associés au poisson ou associés au lion.
Donc c'est vraiment un apprentissage abstrait parce que chaque mot a des syllabes différentes. On ne peut pas dire juste j'ai appris babato, c'est le nom du poisson. Parce qu'une fois ils entendent babato, chouchoulé, guigifa, enfin vous voyez ça change tout le temps. Donc il faut qu'ils soient montés à un niveau de code assez abstrait pour repérer que dans ce type de mots il y a une répétition des 2 premières syllabes. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde après l'image et qu'elle n'a pas été associée, enfin, ce n'est pas la bonne image qui a été associée au mot. Vous voyez cette réponse de surprise très importante, cette déviation très importante entre les essais congruents que vous avez en bleu et les essais incongruents que vous avez en rouge. Mieux encore, on peut regarder maintenant ce qui se passe entre le moment où j'ai présenté le son et le moment où est l'image. J'ai 1 seconde à ce moment-là. Qu'est-ce que fait le cerveau du bébé? Eh bien, on a une réaction d'attente qu'on voit très clairement ici, où les 2 conditions pour lesquelles le bébé sait quelle image il doit attendre diffèrent de la condition pour laquelle il ne le sait pas. Bon, tout ça c'est peut-être un peu trop poussé pour vous, mais je voulais juste vous montrer avec cette expérience, comme avec l'expérience précédente, que les nourrissons de 5 mois, là en l'occurrence, puis les 5 et 12 mois de l'expérience de Sid Quider, avaient des capacités relativement abstraites, notamment dans celle-ci, puisqu'ils vont apprendre à distinguer des structures qui ne sont similaires qu'à cause du code qui les rassemble, que ces structures, ils peuvent les associer à un signe arbitraire, ils peuvent anticiper ce qui va se passer, ils peuvent être surpris quand leur attente n'est pas réalisée. Et donc, ces capacités sont sans doute liées à cet espace de travail conscient et explicite qui va leur permettre de dépasser un petit peu l'habilité temporelle des codes sensoriels et leur permettre d'enchaîner comme ça une succession d'opérations. Alors, je dois dire que quand on regarde chez l'animal, par exemple, pour cette dernière expérience, les animaux ne sont pas capables de faire ça et surtout de le faire aussi rapidement en 30 essais. Donc voilà, je vais conclure un petit peu, je vais revenir un petit peu sur les 3 messages que je voudrais que vous reteniez de ma présentation. C'est que vraiment, quand on regarde tant sur le plan structural que sur le plan fonctionnel, on a des particularités de fonctionnement très spécifiques dans le cerveau humain et qui existent dès le départ. C'est un petit peu ça le progrès par rapport aux décennies précédentes où on pensait que beaucoup de ces choses étaient acquises. Bien sûr, je ne vais pas dénier l'apprentissage, il faut apprendre sa langue maternelle, il ne faut pas apprendre un langage en général, il faut apprendre à reconnaître sa maman, pas tous les visages. Donc il y a un apprentissage, mais ces apprentissages sont très contraints par les réseaux qui sont dans le cerveau humain. Et donc, si on en revient à Darwin, Darwin en était resté à l'observation, à une description. C'est vrai que là encore, on en est toujours à une description. Je vous décris que les bébés font ci ou ça, mais je ne vous donne pas encore les mécanismes. Mais je pense que pour étudier un petit peu l'évolution, ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant, je peux poser la question, pourquoi le sillon temporal supérieur gauche est plus à même que le droit de discriminer des codages, enfin des différences temporelles très fines. Quelle est la différence de l'architecture à gauche et à droite pour expliquer que le comportement de ces 2 régions a priori symétriques est une fonction asymétrique. Une fois que j'ai compris pourquoi le STS gauche est construit de cette façon-là, je peux me tourner vers l'animal et dire mais qu'est-ce qui a changé dans cette région très précise et pas dans l'ensemble du cerveau ou dans l'ensemble du langage qui fait que les humains peuvent faire ça. Est-ce que le macaque peut le faire? Est-ce que le chimpanzé peut le faire? Est-ce que le rat peut le faire? Est-ce que l'abeille peut le faire? Et sur quel réseau ils vont s'appuyer? Donc voilà, je vais en terminer là et vous dire qu'évidemment on est au tout départ de l'ensemble de ces recherches parce que autant la neuropsychologie avait permis de décrire le fonctionnement cérébral de l'adulte depuis de nombreuses années, autant ces techniques sont très récentes et posent plein de difficultés puisque les enfants bougent, les enfants, on ne peut pas leur donner des consignes et que donc il y a beaucoup de développement méthodologique à faire derrière ces techniques pour pouvoir les utiliser, mais qu'on est sans doute à l'aube de compréhension bien meilleure sur ce que peut faire ce cerveau et pourquoi il le fait si bien. Merci beaucoup.